Le feu est au vert pour l'union bancaire. S'il est une forme d'intégration sur laquelle les Européens devraient avancer au sommet de jeudi et vendredi, c'est bien celle-là. D'après un document qui a fuité dans les médias, l'union bancaire est envisagée en 1 an. Sans doute trop long pour les marchés, mais à l'échelle de l'Europe, un temps record. L'idée, c'est de passer en mode supranational sur 3 fronts, la surveillance des banques, la garantie des dépôts des épargnants et la résolution des crises. Alors notre enquête sur l'union bancaire, elle commence en fait avec un email qu'on reçoit du Parlement européen qui nous écrit ceci. Bonjour, le service de presse du Parlement européen organise un séminaire de presse sur l'union bancaire le 5 décembre prochain à Bruxelles. Et il nous propose de prendre en charge les frais de voyage, du train en 2e classe, une nuit d'hôtel dans la limite de 180 €, etc., etc. Donc, nous, quand on nous propose de nous payer le train, de nous payer l'hôtel et tout ça, on est d'accord. Donc, c'est comme ça qu'on est retourné à Bruxelles pour, on va dire, enquêter autour de l'union bancaire. Alors, ça nous intéresse pour une première raison d'abord, c'est qu'au fond, on a payé 1600 milliards d'euros, les Européens ont payé 1600 milliards d'euros aux banques à cause des risques qu'elles ont pris, à cause de leurs erreurs. Aujourd'hui, tous les plans d'austérité sur les hôpitaux, sur l'éducation, sur la culture, en Espagne, au Portugal, en Italie, en France, ils sont liés à cette erreur magistrale qui a duré des années des banques et qu'on a payé à partir de 2008. Donc de savoir si à l'avenir on va réguler les banques pour plus avoir à nouveau 1600 milliards à payer et nous couper la gorge pour les rembourser, c'est quand même d'un intérêt public qui est important pour le futur. Nous avons également évoqué, je le disais il y a un instant, le rapport Larosière. Et nous sommes très conscients, Madame Merkel comme moi, que ce qui a été décidé à Washington, de ce qui a été décidé à Londres, de ce qui a été décidé au dernier Conseil européen, on ne peut pas faire marche arrière. Il faut des faits, il faut des résultats. Nous voulons le rapport Larosière. Et la deuxième raison qui fait qu'on a tout de suite répondu oui à cette proposition du Parlement européen de tout nous payer, c'est qu'on était déjà allé à Bruxelles, c'était il y a 4 ans, et on s'y était rendu par hasard, on était tombé sur le jour où était rendu le rapport du comité de Larosière. L'extrême rigueur choisie par Monti, est-ce que c'était le bon choix à votre avis ? Il ne pouvait pas faire autrement. Alors c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais qui est absolument essentiel, et c'est en fait le point de départ de cette union bancaire. Donc notre première visite à Bruxelles, à la Commission, cette fois, c'était à l'occasion de la remise du rapport de Larosière. Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, avait choisi Jacques de Larosière pour être l'homme qui allait établir un rapport sur ce qu'il fallait faire en matière de supervision bancaire pour que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas. Alors, qui est Jacques de Larosière? C'est ce qu'on a regardé avant d'aller à cette conférence de presse en 2009. On a regardé qui était Jacques de Larosière. Alors c'est l'ancien directeur du FMI, gouverneur de la Banque de France, etc. Mais au moment où il intervient comme expert en chef auprès de la Commission européenne, il est le coprésident d'un think tank qui s'appelle Eurofi. Donc on trouve ça sur Internet très simplement. Et parmi les membres de Eurofi, vous verrez leur logo si vous voulez, il y a AXA, il y a BNP Paribas, il y a Citigroup, il y a Goldman Sachs, il y a JP Morgan, il y a Fortis, il y a Natixis, il y a Dexia. C'est-à-dire qu'il y a tous les grands groupes bancaires, assurantiels, financiers qui sont membres de Eurofi. C'est-à-dire qu'on a choisi pour établir une supervision bancaire en Europe l'homme qui est responsable du principal lobby bancaire en Europe. C'est comme si vous prépariez une réforme de la police et que vous demandiez au chef des gangsters comment il faut faire cette réforme. Là, c'est le principal lobbyiste de la banque qu'on engage pour nous dire quelle réforme de la banque il faut. Et il est entouré de Rainer Macera, qui est un ancien directeur général de Lehman Brothers, de Otmar Hissing, qui est issu de Goldman Sachs, de Onno Ruding, qui est de Citigroup. C'est toute cette bande-là qui est directement liée aux banques et à la finance, qui va venir dire à la Commission européenne quelles réformes il faut mettre en œuvre. Donc on avait tenté d'interpeller à la fois Manuel Barroso et Jacques de Larosière lors de cette conférence de presse. On avait eu à se confronter à l'un de leurs porte-parole. On avait un peu raté notre interpellation. Donc ça nous intéressait d'autant plus de pouvoir y retourner. Et on tombe sur un article des Échos qui nous dit « Voilà le rapport de Larosière, c'est la feuille de route de l'Union européenne à travers la crise ». Alors là, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai décidé d'appeler la Commission européenne pour savoir si vraiment leur feuille de route, ça avait été le rapport de Larosière, le rapport d'un homme de Goldman Sachs, de Citigroup, de BNP Paribas, puisque aujourd'hui encore, quand on veut adresser un mail à Jacques Delarosière, quand on s'adresse à lui, son adresse, c'est jacques.delarosière@bnpparibas.com. C'est-à-dire que ce n'est pas un expert, ce n'est pas un universitaire, ce n'est pas quelqu'un de neutre. C'est l'une des principales banques en Europe, et quand vous voulez vous adresser à Delarosière, vous envoyez un email, c'est ce que j'ai fait, à BNP Paribas. Bon. Donc j'ai téléphoné à la Commission européenne pour demander si c'était bien vrai. Et j'ai reçu un message en réponse de la porte-parole de Michel Barnier, qui est donc commissaire du marché intérieur, qui s'occupe de ces affaires-là. Si on pense que la croissance revenant, on peut faire comme avant, on se trompe et on est irresponsable. Je ne serai pas irresponsable. Et qui m'expliquait, Chantal Hugues, elle s'appelle, que oui, ça avait bien été quelque chose de central. Sur le groupe de Larosière qui, je crois, vous intéresse, donc c'est un groupe qui a été nommé par le président Barroso pour apprendre les leçons de la crise. Ils ont produit un rapport en leur nom. Ce rapport a ensuite été discuté par les chefs d'État et de gouvernement qui en ont repris les grandes lignes pour déterminer un petit peu les réformes à mettre en œuvre du côté financier. Mais bon, évidemment, c'est pas la seule chose qui a été utilisée, mais ça a été en effet une des grandes lignes directrices qui a été utilisée, c'est-à-dire ce que la Commission a pu reprendre et ensuite a présenté comme communication que les chefs d'État et de gouvernement européens ont signé comme étant donc la feuille de route européenne pour les services financiers. Voilà, ensuite celle-ci a été complémentée par ce qui a été fait au niveau du G20 et que nous mettons maintenant en œuvre. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit qu'on a commencé par faire un rapport officiel, plutôt confidentiel, directement confié à des financiers. Qu'ensuite, étape numéro 2, ce rapport technicien, sinon technocrate, il est validé par la Commission qui en reprend les grandes lignes. Qu'ensuite, étape numéro 3, c'est validé par des politiques, mais qui ne viennent qu'après les experts bancaires, après les technocrates de la Commission, on a les politiques qui valident, et qu'ensuite, cette feuille de route, elle est élargie au niveau international, au niveau quasiment mondial, avec le G20. Donc là, on voit comment d'un germe, d'une petite germe initiale, d'une graine plantée par les financiers, on en arrive à des décisions qui sont des décisions mondiales et sans qu'il y ait là de complot. Il n'y a pas eu besoin de complot pour qu'on choisisse Delarosière, pour que tout se passe, pour que tout se passe de cette manière-là. Quelle valeur a donné à ce document? Mais une grande valeur. Parce que ce document, c'est un plan d'action. Hein. C'est un plan d'action avec je me souviens, le paragraphe commence instruction pour les ministres des Finances, pardon, Christine, instruction aux ministres et aux experts. C'est le titre sur lequel on s'est mis d'accord, instruction. Mais ce n'est pas des vagues principes, là. Il y a une stratégie, des principes, des modalités d'action, un calendrier, des responsables désignés. Donc Sarkozy, Gordon Brown, Angela Merkel et ainsi de suite, au moment où il valide ce projet et où il l'appuie au niveau du G20 et des G8 pour que ça soit étendu, je pense qu'ils n'ont pas conscience qu'en amont, ça a été préparé par Citigroup, par Goldman Sachs, par un ancien de Lehman Brothers, par un délégué de BNP Paribas. Et c'est d'autant plus efficace quand ce sont des mécanismes inconscients, puisque les mécanismes dont on a conscience, on peut éventuellement les remettre en cause. Les mécanismes qui sont inconscients, qui sont inscrits dans les structures, qui sont inscrits dans les institutions, sont très très lourds, très très pesants à remettre en cause. Dans d'autres pays comme la France ou l'Angleterre, on veut taxer les banques. Ce n'est pas ce que j'ai proposé. Taxer les banques pour mettre de l'argent dans le budget, il n'y a qu'à dire que c'est un impôt. Mais ce n'est pas un fonds de résolution bancaire. Ce que nous proposons, c'est un système de prévision, de prévoyance, d'anticipation des risques pour précisément éviter de se trouver dans la situation où se trouvent les banques irlandaises. Donc ça, c'était entre 2009 et 2011. Au moment de nous rendre à nouveau en décembre 2012 à Bruxelles, au Parlement européen, à l'invitation du Parlement européen, on a consulté un site qui s'appelle Corporate Europe Observatory. Ce sont des gens qui sont installés à Bruxelles, une ONG installée à Bruxelles qui fait un travail tout à fait remarquable d'analyse des décisions et du lobbying qui se déroule à Bruxelles autour des institutions européennes. Ils détaillent comment ce qui devait au départ être en Europe une loi de régulation autour de l'union bancaire avec une supervision et ainsi de suite, devient quasiment une loi de dérégulation. Ça passe par 4 étapes. La première étape, je l'ai déjà énoncé, elle est décisive, c'est l'étape initiale.
elle oriente tout, c'est le rapport de Larosière. J'y reviens pas, on l'a déjà vu. Le deuxième point, c'est ce qui se passe à Bâle, en Suisse. Qu'est-ce qui se passe à Bâle? Tous les mois, à Bâle, se réunissent normalement les dirigeants des banques centrales du monde, de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne, de la Banque centrale japonaise, ainsi de suite. Et là, il est décidé qu'à Bâle, on va mettre en place des nouveaux critères qui vont permettre de rendre les banques plus sûres en leur demandant d'avoir davantage de liquidités, d'éventuellement séparer leurs activités. Enfin, ils doivent se mettre en place des nouveaux critères pour les banques, plus durs, plus stricts pour elles. Au départ de la crise, voilà ce que doit faire Bâle. Or, très vite, il va y avoir une pression mise par les banques qui va empêcher ça. Les valeurs bancaires européennes sont en hausse sensible lundi sur les indices boursiers européens à la suite de la décision du comité de Bâle d'assouplir les nouveaux ratios de liquidité des banques et de leur accorder plus de flexibilité pour se constituer des réserves. Le comité de Bâle a porté à 2019 contre 2015 auparavant la mise en application de son nouveau ratio de liquidité à court terme qui permet d'estimer la capacité d'une banque à faire face à ses obligations financières à court terme. Alors on a un certain nombre de citations, c'est le PDG de Morgan Stanley qui dit « Trop de réglementation conduirait à un naufrage industriel dramatique ». BNP Paribas qui dit « Si l'Europe accepte ça, ça signifie soit 2 années garanties de profonde récession, soit 4 années de croissance zéro. » Jacques de Larosière, on le retrouve, qui dénonce un grand danger, ça pourrait endommager nos économies, de sorte que ces critères sont très nettement diminués par rapport à l'ambition initiale, et que le Financial Times peut titrer à l'été 2010, 3 ans après, les marchés sont à nouveau les maîtres. C'est-à-dire que les critères de Bâle ne vont pas permettre de faire entrave aux marchés et aux banques. L'étape numéro 3, c'est la Commission européenne. Retour à la Commission. Parce que là, on a les critères de Bâle. Mais la Commission européenne pourrait avoir l'idée de se dire, bon, bah tiens, nous, on va faire mieux. On va en demander plus pour les banques européennes, on va sécuriser davantage, on va mettre en place des critères qui vont être plus relevés. Or, c'est l'inverse qui se passe. Les critères de la Commission européenne vont être en deçà des critères de Bâle. Que fait Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur, qui est en charge de ce dossier? Il nomme à nouveau un groupe. Dans ce groupe, sur 42 conseillers, 34 appartiennent à des banques. On a BNP Paribas, HSBC, Unicredit. C'est le pluralisme version européenne. Il faut que toutes les banques et toutes les compagnies d'assurance soient représentées. Voilà leur version du pluralisme. De ce groupe, évidemment, il décide que les critères de Bâle 3 sont trop élevés, donc il faut les diminuer. Je ne vais pas détailler les mesures techniques sur les niveaux de liquidité et ainsi de suite. Je vais juste souligner la satisfaction des financiers à l'arrivée qui sont soulagés. La Commission n'acceptera pas ce que le comité de Bâle a décrété. Voilà, le comité de Bâle aurait décrété des critères trop élevés, la Commission ne les acceptera pas. Et on a l'Association des banquiers britanniques qui déclare « Le texte actuel reflète les préoccupations de l'industrie bancaire. » Donc une très grande satisfaction, c'est-à-dire qu'on a des critères de Bâle. On avait une ambition à Bâle qui était élevée. Les critères de Bâle qui en ressortent sont en deçà de l'ambition. Et ce que fait la Commission diminue encore les critères de Bâle. Dernière étape, et c'est là qu'on intervient, c'est le Parlement européen. La Commission décide ça. Mais le Parlement européen, vous savez, animé par quelques démagogues, des populistes, des députés qui se disent que pour plaire au peuple, il faut être contre les banquiers, le Parlement européen pourrait décider de relever les critères contre les banques, encadrant davantage les activités, ainsi de suite. Qu'on soit rapidement rassuré, il va y avoir toute une série d'amendements proposés par les députés européens et qui émanent en fait directement des lobbies, qui sont recopiés mot à mot des propositions des lobbies. Kenneth Haar, la personne de Corporate Europe Observatory, a analysé en détail ces textes et il a adressé des emails aux députés qui ont proposé ça et qui disent ceci. Markus Ferber, donc du Parti populaire européen, c'est-à-dire la droite, j'ai tenu une table ronde avec les banques et les compagnies d'assurance. Voilà comment lui est venue son idée d'abondement. On en a un, Marianne Thyssen, du PPE Belgique. J'ai présenté mon amendement après une rencontre avec une partie prenante belge, Euroclear, c'est-à-dire la seconde chambre de compensation mondiale avec Clearstream. On a une socialiste grecque, Annie Podimata. Son assistant est un peu ennuyé et
il n'adresse pas son email à la bonne personne. Il envoie son email à Kenneth Arr, alors qu'il s'adressait vraisemblablement à sa députée. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit lui dire que l'amendement a été préparé par des financiers, mais on doit voir comment. Parce qu'il a raison à 1000%. Mais je me demande qui est ce type qui envoie de pareils courriels à un parlementaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corporate Europe Organization? On le sait? Donc on a toute une série comme ça d'amendements qui viennent encore travailler plutôt à la baisse les critères qui sortent de la Commission. Donc là, nous, on s'est rendu à Bruxelles, on s'est rendu au Parlement européen à l'invitation du Parlement le 5 décembre dernier, et on a posé nos questions aux députés qui venaient présenter l'union bancaire. On a posé nos questions sur comment ça se fait qu'à l'entrée du Parlement européen, il y a une plaque d'amitié entre les lobbies et les parlementaires. Elle se trouve dès l'entrée du Parlement. Est-ce que c'est représentatif du travail qui a été effectué par les députés autour de ce texte d'union bancaire? Et on a là à la tribune au Parlement européen, ce 5 décembre 2012, il y a donc 2 mois, il y avait notamment Jean-Paul Gauzès. Alors Jean-Paul Gauzès, c'est un député français de Normandie. Quand j'ai décidé de faire des logements sociaux, ici avec une société, on m'a dit « Vous allez avoir les drôliers de Rouen et les bougnoules. » Et regardez comme c'est bien entretenu. Jean-Paul Gauzès est l'ancien directeur fiscal et juridique de Dexia. Jusque 2007, il a été à la fois directeur fiscal et juridique de Dexia, et en même temps, il était parlementaire européen. Et au Parlement européen, bien sûr, il avait une compétence là-dessus, il s'intéressait particulièrement à ce que faisaient les banques. Et la crédibilité aussi de l'Europe vis-à-vis de nos partenaires internationaux, et je pense aux États-Unis. J'ai eu récemment des contacts avec des représentants de la finance américaine, et finalement, ce qu'ils craignent un peu dans l'Europe, c'est cette impression d'insécurité juridique. Quand il a décidé de quitter Dexia, parce qu'il avait été mis en cause quand même pour sa double casquette, qu'a dit le PDG de Dexia? Cette décision est tout à son honneur. C'est aussi une chance pour la profession bancaire d'avoir au Parlement un homme qui comprend nos problématiques. Voilà, les intérêts bancaires allaient pouvoir être correctement représentés au Parlement européen grâce à Jean-Paul Gauzès. Et là, il est interpellé par Reuters qui lui dit regardez, l'agence Reuters lui dit regardez, les amendements que vous présentez au Parlement européen, ils ont été fournis par des lobbyistes. Il ne nie pas. Qu'est-ce qu'il dit? Pour moi, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que je devrais écrire des amendements qui sont plus mauvais que ceux produits par l'industrie? Ce sont des questions très techniques. Ils doivent être écrits très précisément. Les lobbyistes font ça beaucoup mieux que moi. Donc là, de manière transparente, quasiment, il nous dit qu'il recopie les amendements des lobbyistes. Donc on a interpellé avec une certaine virulence Jean-Paul Gauzès. La réponse est à découvrir dans le journal Fakir. Il faut quand même qu'on en laisse un peu pour le canard. Et il y avait à ses côtés Kay Swinburne. Qui est Kay Swinburne? C'est une députée libérale britannique. Elle, on peut dire que le lobbying se fait sur elle en toute transparence, puisque sur son site, elle indique qui vient la voir. Elle a travaillé sur le projet d'union bancaire, et durant le second semestre 2010, son site indique qu'elle a rencontré 20 lobbyistes du secteur financier, dont l'ISDA, une association de négociants en produits dérivés, l'AIMA, qui représente les fonds de pension, et ainsi de suite. En un petit semestre où se décide l'union bancaire, cette députée qui travaille sur cette réforme rencontre 20 lobbyistes. Donc on l'interpelle également. Vous verrez la réponse dans le journal. Mais le plus surprenant, peut-être, c'est encore une socialiste qu'on interpelle, qui est là à la tribune, qui s'appelle une socialiste portugaise, qui s'appelle Elisa Ferreira. On lui demande si elle a vu cette plaque d'amitié entre les lobbies et les parlementaires à l'entrée du Parlement. Elle dit non, qu'on ne l'a pas vue. Bon, on lui dit alors venez, nous on va vous la montrer. Non, oh là, j'ai pas le temps. Bon, elle ne le sent pas. Et on lui dit mais qu'est-ce que vous en pensez qu'il y ait une plaque d'amitié comme ça entre les lobbies et les parlementaires? Elle dit je ne trouve pas ça particulièrement choquant, ça fait partie du processus communautaire. Vous voyez, c'est normal que les lobbies soient les amis des parlementaires et réciproquement, et que ça soit validé par une plaque, que ça soit inscrit, gravé dans le marbre. Et on lui dit qu'est-ce que vous en pensez que la feuille de route de l'Union européenne à travers la crise ait été rédigée par Jacques de Larosière, le président de Eurofi, un des principaux lobbies financiers? Sa réponse: Jacques de Larosière est un vrai Européen, il apporte avec lui la puissance de la Banque européenne, ça va renforcer la compétitivité du secteur. Mais elle n'y voit aucun problème démocratique à ce qu'une grande réforme sur les banques soit menée par l'un des dirigeants des banques. Alors là, on dit, mais attendez,
comme elle est socialiste quand même, on se dit, puis que le Portugal est en train de morfler sérieusement à travers cette crise, on se dit, ça ne vous paraît pas bizarre que ça soit des gens de AIG, de Goldman Sachs, de Citigroup, de JP Morgan et tout ça, qui aient préécrit un texte que aujourd'hui les parlementaires valident avec les ministres européens. Alors elle répond, non, Goldman Sachs, Citigroup et tout ça, ce sont des vrais Européens, et tant mieux s'ils animent un lieu de débat, ils font des choses très intéressantes. Vous voyez? Donc là, je dirais qu'il y a une question qui se pose, c'est comme on est au niveau européen, c'est comme si les intérêts de classe, ils disparaissaient. Si on est une banque et qu'on travaille pour l'Europe, et qu'importe l'Europe pour laquelle on travaille, ça efface toute appartenance de classe, tout intérêt privé, et puis tout ça, on est au-dessus de ça. Quand a démarré la grande crise, il y a 4 ans et demi, on nous avait promis de Lula, Angela Merkel, Gordon Brown et Nicolas Sarkozy, on nous avait promis une immense régulation, toutes les règles du capitalisme allaient être mises à plat, les banques ne pourraient plus faire les mêmes bêtises, etc. Notre réforme met fin aux combines opaques des banquiers qui ont provoqué la dernière crise financière. Ils ne pourront plus faire ça. À Londres, la France s'est battue pour que les paradis fiscaux, le secret bancaire, la fraude organisée, ça soit terminé. Qui peut contester qu'aujourd'hui, des progrès spectaculaires ont été faits en la matière? 4 ans et demi plus tard, on voit que la montagne, en tout cas au niveau européen, n'accouche même pas d'une souris, puisqu'on se retrouve avec des critères qui encadrent quasiment pas les banques. Et évidemment, la question c'est que vu que ces banques ne sont pas encadrées, vu qu'elles vont sans doute pouvoir prendre à l'avenir les mêmes risques, il faut s'apprêter d'avance quasiment à mettre à nouveau 1600 milliards d'euros sur la table au détriment de nos écoles, de nos hôpitaux et ainsi de suite, pour les sauver lorsqu'elles auront fait éclater la prochaine bulle.